Bien, bonjour à tous et merci donc à la section du CUMIC d'avoir retenu cette présentation qui va s'intéresser en fait à la question suivante. On a cette dénomination qui est largement utilisée de médecine alternative et complémentaire et qui essaie de poser la question, est-ce que finalement ce sont ces médecines qui sont alternatives ou complémentaires ou les comportements à l'égard de ces médecines qu'on peut qualifier de complémentaires ou d'alternatifs? Et j'essaie de répondre à cette question par une enquête en ligne qui va rejoindre donc la méthodologie de la précédente oratrice pour essayer d'avancer un peu sur ce point. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer que cette publication a été acceptée la semaine dernière, justement, donc c'est tout à fait on time par rapport à ce congrès, et ça sera probablement une des premières publications avec le label CUMIC, puisque j'ai rapidement checké sur PubMed, il n'y a pas encore de publication étiquetée CUMIC. Donc, en introduction, j'aimerais juste rappeler que si du côté de la médecine, on a plutôt une représentation des attitudes vis-à-vis de la prescription des médicaments qui est beaucoup basée sur des études scientifiques, bien souvent sur des méta-analyses, ce qui va conduire nos patients à consommer certains médicaments ou à se diriger vers certaines thérapeutiques est en partie sans doute basé sur des éléments de science, mais pas toujours, puisque de nombreuses influences vont avoir un impact sur ces représentations des médecines et sur les comportements, notamment l'argument de la science qui peut être évoqué, mais qui peut être parfois contesté par des membres même de notre médecine, qui va donc attaquer certains médicaments et contribuer aussi à cette représentation de plus en plus ambiguë vis-à-vis des thérapeutiques. On a eu cet exemple notamment pour les vaccins avec des sources d'informations qui sont extrêmement diverses, beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux notamment qui vont fortement contribuer aux représentations négatives de ces approches, et puis des membres même de l'Académie de médecine qui peuvent avoir de la médecine qui peuvent avoir des positions assez critiques vis-à-vis de ces vaccins. Et puis pour faire le lien avec la présentation de Grégory Nino hier, il y a aussi le Google Coach qui va bientôt contribuer à influencer nos représentations, nos comportements de santé vis-à-vis certains médicaments ou certains dispositifs alternatifs. Et puis il y a la presse bien sûr qui s'en mêle avec cet exemple assez caricatural dans le domaine de la psychiatrie où dans les années 90, Prozac était présenté comme la pilule miracle du bonheur relayée par Newsweek et 20 ans plus tard, des recommandations plutôt très négatives sur ces médicaments supposés augmenter le risque suicidaire. Donc tout ceci va véhiculer bien sûr des représentations sur les médicaments et notamment sur les médecines complémentaires. On pourrait encore citer les représentations culturelles. Je suis psychiatre donc je m'intéresse aux questions des psychotropes. Il y a une grande différence entre l'attitude des Américains et des Allemands vis-à-vis des psychotropes. Les Américains plutôt dans une vision très positive des psychotropes qui vont ne pas hésiter à les utiliser même quand il n'y a pas d'indication très claire et vont être très confiants dans les effets positifs. Alors qu'on est face aux mêmes médicaments commercialisés de façon peut-être un peu distincte, mais face aux mêmes molécules. Bien, on en arrive maintenant donc à la question des médecines complémentaires et alternatives, qui ont été au départ souvent qualifiées de médecine douce, et que certains considèrent comme étant prises surtout pour des petits bobos de la vie quotidienne prises chez les personnes en bonne santé. Or, on sait que ces médecines sont aussi utilisées chez des personnes qui ont des pathologies chroniques et parfois des maladies graves comme le cancer, parfois même en première ligne de traitement, donc avant même le recours aux médecines conventionnelles, et ceci en dépit, dans certains cas en tout cas, d'arguments scientifiques suffisamment validés. Et puis il y a quelques études qui sont intéressées aux facteurs finalement qui vont guider la consommation, qui vont pousser les gens à consommer des médecines complémentaires. Quelques éléments connus quelques facteurs connus au niveau sociodémographique, mais globalement, ce qu'on peut voir aussi dans la littérature, c'est qu'on fait une hypothèse implicite quand on s'intéresse sur des études en grande population, l'hypothèse implicite qu'une personne va être consommatrice de médecine complémentaire ou non consommatrice. Et comme si c'était un peu binaire, c'est-à-dire soit ils en prennent, soit ils n'en prennent pas, mais sans évaluer réellement dans quelles conditions ils vont être amenés à utiliser ces médecines complémentaires. Et est-ce que cette attitude vis-à-vis des médecines complémentaires est quelque chose qui est fixe ou qui peut varier en fonction justement des types de problèmes de santé auxquels on fait face? Typiquement, est-ce que je vais prendre plutôt de l'homéopathie quand j'ai la grippe, mais quand je commence à avoir un cancer, là je vais me tourner vers des médecines conventionnelles par exemple? Donc c'est par rapport à ces questions que j'ai mené cette étude en ligne
pour essayer d'évaluer finalement quel type de maladies peuvent être les plus à même de susciter l'envie de consommer des médecines complémentaires, quelle est l'influence de la sévérité de cette maladie, et puis est-ce que le qualificatif de médecine complémentaire et alternatif porte sur les médecines ou sur les comportements vis-à-vis de ces médecines. Bien, je vous présente là en fait une analyse secondaire qui a été faite sur une étude dont le design premier n'était pas fait pour évaluer spécifiquement la question des médecines complémentaires. Je suis psychiatre, l'objectif de la première étude était de répondre à la question on a des patients qui, face à un épisode psychotique, donc un épisode par exemple de début de schizophrénie, vont recevoir un traitement antipsychotique et vont souvent l'arrêter. Et les psychiatres considèrent souvent que si les patients arrêtent leur traitement, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de leur maladie, parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont malades, etc., etc. Mais la question que je me pose, c'est, vous et moi, ici dans cette salle, si vous étiez confrontés à ce type de symptômes, est-ce que vous-même vous prendriez ce type de médicament ? Et donc c'est ça qui a été le moteur premier de l'étude que j'ai réalisée. Et ensuite, en fonction des profils de réponse qu'on donnait, on pouvait faire cette analyse secondaire sur la question des médecines complémentaires. Et c'est ce que je vais vous présenter là maintenant. Donc le design de l'étude était le suivant. On demandait à des personnes d'imaginer, alors c'est peut-être un peu critiquable, on va revenir sur ça un peu plus tard, imaginez que vous êtes confronté à une maladie qui va s'exprimer par les symptômes suivants. On a comparé donc 4 types de maladies dans cette étude. Dans la première, imaginez que vous êtes confronté à des symptômes dans lesquels votre maladie se manifeste de la façon suivante. Vous avez l'impression que les gens vous en veulent autour de vous, vous entendez des voix, et puis vous avez un manque de motivation, vous n'arrivez pas à vous lever le matin, et vous ne savez pas pourquoi, mais les autres remarquent que quelque chose ne va pas pour vous. Ces symptômes-là étaient censés mimer ce qui sont les symptômes caractéristiques d'une schizophrénie. Deuxième condition, la dépression récurrente. Imaginez que cette maladie se manifeste par le fait que vous avez une tristesse sans aucune raison particulière, vous avez un défaut de motivation, vous avez perdu votre joie de vivre et vous avez des difficultés à vous concentrer dans des tâches de la vie quotidienne. Ça, c'est assez typique des symptômes de la dépression chronique. Et puis on a voulu comparer ces deux conditions de maladie psychiatrique, à des situations à peu près équivalentes de maladies chroniques mais à expression plutôt somatique. Donc la première qu'on avait utilisée, c'est la sclérose en plaques. Donc imaginez que vous avez une perte de force musculaire, des troubles de la sensibilité et quelque chose qui peut altérer aussi vos fonctions visuelles, par exemple. Quatrième condition, la polyarthrite rhumatoïde, donc une maladie cette fois chronique, aussi évoluant par poussée, mais qui va toucher non pas le système nerveux central, mais s'accompagner de douleurs chroniques dans les articulations notamment. Donc ça, on avait 4 types de symptômes différents. Ensuite, on a voulu faire varier l'intensité ou la sévérité de cette maladie en utilisant 2 paramètres. Le premier qui était la fréquence des rechutes. On partait d'emblée sur des profils de maladies qui avaient tout un profil évolutif plutôt chronique. Donc soit une fréquence de rechute élevée plus d'une fois par an, soit plutôt faible, 3 à 5 épisodes, enfin un épisode tous les 3 à 5 ans. Soit la sévérité des symptômes. Au moment des épisodes, des symptômes très intenses qui sont accompagnés, qui nécessitent une hospitalisation ou qui obligent les personnes à rester à la maison, ou bien qui sont compatibles avec le maintien d'une activité, mais altèrent significativement, en tout cas, le fonctionnement au quotidien. Donc vous avez compris, on a contrebalancé ces différentes combinaisons. Dans un cas, fréquence élevée avec sévérité élevée, fréquence élevée, sévérité faible, etc., etc. Vous êtes toujours bien accrochés, puisque ça va encore se compliquer un petit peu. Dans le design de cette étude, on a comparé 4 conditions. Dans chacune de ces conditions, on comparait toujours une maladie psychiatrique à une maladie à expression somatique. Et pour chacune, on avait cette alternance entre niveau de fréquence des rechutes ou niveau de sévérité des épisodes, élevé ou faible, dans ces différentes conditions. Donc toute personne qui participait à cette étude devait évaluer 8 vignettes cliniques avec ces caractéristiques, et chaque fois il y avait une maladie psychiatrique, une maladie somatique, et avec ces différentes caractéristiques. Vous me suivez ? Ok. Donc deuxième condition, c'était schizophrénie versus sclérose en plaques, schizophrénie versus polyarthrite rhumatoïde,
Et quand on était dans la condition dépression récurrente, c'était la même chose, dépression récurrente versus sclérose en plaques, dépression récurrente versus polyarthrite rhumatoïde. Ok? Bien. Donc ensuite, les personnes qui se loguaient sur cette étude devaient lire le descriptif de la maladie avec les symptômes, intensité des rechutes, fréquence des épisodes, et ensuite on devait leur dire, imaginez donc vous présentez cette maladie, comment vous ressentiriez cette maladie? Est-ce que ce serait quelque chose de stressant pour vous? Est-ce que ça vous perturberait beaucoup dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous auriez l'impression que cette maladie est très menaçante pour votre vie? Donc ça évalue le niveau de stress perçu de cette maladie si elle devait se manifester. Deuxièmement, est-ce que vous considériez que cette maladie se traite bien avec un traitement ou plutôt pas? Et enfin, ça je vais passer sur le stigma perçu. Et donc, il y avait cette première phase d'évaluation du vécu subjectif. Et ensuite, qu'est-ce que vous prendriez comme traitement si vous étiez confronté à cette maladie? Donc, on présentait différentes options, soit un traitement oral, soit un traitement à action injectable, puisque ça existe dans beaucoup de ces maladies chroniques que je vous ai présentées, soit des médecines complémentaires, on en listait quelques-unes, homéopathie, acupuncture, etc., soit de la psychothérapie, soit spiritualité et religion, soit absence de traitement. Et donc, ils étaient libres de choisir soit un seul traitement, soit les 6, et ils devaient les classer par ordre de préférence, ce qui nous permettait de voir quel type de thérapeutique va être choisi dans cette condition par rapport dans ces différentes situations. Donc, on a utilisé pour ça une plateforme qui s'appelle Visopanel. C'est une étude qui s'est faite en langue allemande au cours d'un de mes postdocs en Allemagne. Donc, une plateforme qui recense à peu près 12 000 personnes qui ont des caractéristiques qui sont à peu près comparables à la population générale allemande. Et comme toujours, dans ces études, on envoie le lien, puis pas tout le monde se connecte, et puis ils ont une semaine pour répondre. Donc on a un petit échantillon de cette plateforme, et donc on avait au total 1800 sujets. Et comme on avait plusieurs conditions qui ont été comparées les unes avec les autres, on a eu 8 conditions avec, par groupe à peu près, toujours 220 sujets. Âge moyen, comme vous le voyez à peu près, entre 45 et 50 ans. Et une légère surreprésentation de femmes, mais on n'est pas dans les 80%, c'est à peu près équilibré. Et au niveau de l'âge, on a coupé entre 18 ans et 75 ans pour des raisons un peu arbitraires, mais pour avoir un groupe à peu près représentatif du panel classique. Donc ça, c'est pour commenter très rapidement sur l'évaluation des maladies. Le stress perçu des maladies était ressenti comme plus élevé pour la schizophrénie par rapport aux autres conditions. C'est juste pour vous montrer un peu comment le contraste avait fonctionné. Et pareil, le caractère traitable de ces maladies était perçu comme plus traitable pour les maladies somatiques par rapport à la dépression ou par rapport à la schizophrénie. Donc il y a un petit biais aussi d'appréciation des maladies psychiatriques comme étant moins traitables que les autres. Ça, je vais passer. Donc, ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a identifié ensuite 4 types de profils de choix médicamenteux. Un profil qui était strictement conventionnel, dans le sens où les personnes qui choisissaient ce pattern-là choisissaient uniquement les médications, mais excluaient toutes les autres. Donc ça, c'est le profil conventionnel. À l'inverse, vous avez le profil alternatif, qui choisissait uniquement les médecines complémentaires ou spiritualité, religion, à l'exclusion des autres. Et ensuite, vous avez ce profil intermédiaire dans lequel on choisit d'abord ici la médecine conventionnelle en association aux médecines complémentaires, ou l'inverse, d'abord la médecine complémentaire avec ensuite les approches conventionnelles. Et ce que montre cette étude, c'est, donc là vous avez l'ensemble des profils sur les 8 vignettes qui ont été évaluées, d'accord ? Donc ce qu'on voit et ce que je trouve assez rassurant, c'est que ce qui domine très largement, ce sont des approches intégrées, c'est-à-dire dans 85% des cas, vous avez des personnes qui vont choisir d'abord les médecines conventionnelles et puis les médecines complémentaires en association, un petit plus faible contingent qui prend des médecines complémentaires d'abord, et les profils un peu extrêmes, donc strictement conventionnels ou strictement alternatifs, sont finalement très minoritaires. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est est-ce que les personnes, lorsqu'elles traitent ces différentes situations de vignettes cliniques, vont avoir toujours le même comportement, quelle que soit la fréquence de la sévérité, quel que soit le type de symptômes, auquel cas, finalement, la manipulation expérimentale que l'on fait a peu d'impact? Pas tout à fait. En fait, on voit ici que la diversité des options, je crois que c'est un peu l'inverse, ce graphe en réalité. Ce que ça montre ici, c'est que on a à peu près dans un peu plus de 40% des cas, des personnes qui vont avoir toujours le même choix
au cours des différentes conditions. C'est-à-dire qu'ils vont choisir toujours la même stratégie, le même profil de choix parmi ces 4, quelle que soit la condition. Ça veut dire que pour tous les autres, eh bien, il va y avoir une flexibilité dans les choix et en fonction de la sévérité, en fonction du type de symptômes, eh bien, le profil de choix va pouvoir varier. Et donc ça, c'était pour montrer que pour les personnes qui ne choisissent qu'une option thérapeutique, quelle que soit la situation à aborder, eh bien, on avait de préférence cette option-là qui ressortait et l'autre. Et donc les profils strictement conventionnels ou strictement alternatifs qui étaient fixes, quelles que soient les conditions, étaient là encore extrêmement minoritaires. Donc, ensuite, ce qu'on a fait, c'est des analyses aussi univariées pour tester donc l'influence de chacun de ces facteurs, le stress perçu, la sévérité des épisodes, le type de symptômes présentés, la fréquence des rechutes, etc., pour voir quels sont les facteurs qui vont prédire le recours à telle ou telle catégorie de choix. Donc pour essayer de répondre aux questions suivantes, est-ce que finalement les médecines complémentaires sont des médecines douces qu'on va utiliser pour des petits bobos de la vie quotidienne? Première réponse, donc là ce que je vous présente, je ne vous ai pas mis les stats, c'est un petit peu lourd, c'est les stats qui ont été faites en bayésien, mais je vous montre les résultats qui sortent significatifs. Et les résultats, vous les trouverez dans l'article. Donc pour les facteurs extrinsèques qui sont donc les caractéristiques de la maladie, les personnes ont plus facilement choisi ce profil, donc d'abord médecine complémentaire, plus médecine conventionnelle ou profil alternatif, dans les cas des maladies avec symptômes de faible intensité, il y avait plutôt tendance à choisir des traitements classiques, conventionnels, pour des maladies avec forts symptômes d'intensité, avec symptômes d'intensité forte. La fréquence des rechutes avait peu d'impact en réalité sur le profil de choix, du moins ça sortait en univarié mais plus en multivarié. Et enfin, pour les maladies mentales, plutôt un recours aux médecines complémentaires, alors que pour les maladies somatiques, ce qui prédominait comme profil, c'était d'abord les médecines conventionnelles par rapport aux médecines et ensuite médecines complémentaires. Concernant les facteurs subjectifs de la maladie, plus la maladie était considérée comme traitable, plus les gens avaient tendance à choisir ce profil de traitement, donc conventionnel avec ou non médecine complémentaire, moins elle était considérée comme traitable, plus les personnes avaient tendance à recourir aux médecines complémentaires et alternatives. Le stress perçu, là aussi, plus le stress perçu était élevé, plus les personnes avaient tendance à recourir à ce profil. Et lorsque le stress était plus faible, eh bien, on peut avoir des comportements un peu extrêmes, soit plutôt vers les médecines conventionnelles, strictes, soit vers ce type de profil. Est-ce que les médecines complémentaires, c'est une médecine que prennent uniquement les femmes ou des personnes d'âge plus âgé? Ça peut être un autre stéréotype qu'on peut avoir vis-à-vis de ces médecines complémentaires, dans les comportements qu'on attribue aux personnes qui ont recours. Ah, une erreur. En réalité, on a trouvé dans cette étude aucun effet du sexe ou du genre. Donc il y a pas, cette variable-là n'influence pas le profil de choix. Pas d'effet non plus du niveau d'éducation, ce qui peut être un peu contraire à ce que donnent d'autres éléments de la littérature. Il y a un effet du statut d'emploi, mais qui montre que les personnes sans emploi ont plutôt tendance à utiliser ce type de profil, y compris les personnes sans emploi ont très peu recours à des approches alternatives strictes et les étudiants ont plutôt tendance à utiliser ce profil-là par rapport aux autres profils. Et il y a un petit effet de l'âge également, avec des comportements plus extrêmes chez les sujets jeunes par rapport aux sujets âgés qui se situent plus dans ce profil de choix. Donc en conclusion, je pense que cette étude montre que au-delà de la dénomination de médecine complémentaire ou alternative, les comportements des usagers vis-à-vis de ces médecines est plutôt sous le mode de la complémentarité que du comportement alternatif. Finalement, les comportements alternatifs sont très très minoritaires. On est beaucoup plus dans une approche donc de pluralisme médical et les comportements vis-à-vis de ces médecines ne sont pas des attributs fixes des personnes mais peuvent varier en fonction d'un certain nombre de facteurs liés à la maladie ou liés à la perception de cette maladie. Est-ce que ce sont des médecines douces pour des petits bobos de la vie quotidienne? Eh bien non. C'est vrai que elles sont plutôt préférées pour des situations qui sont peu sévères et pour des situations qui sont considérées comme moins traitables, donc en complément à des approches
conventionnelles, mais elles peuvent être aussi associées, parfois aussi pour des pathologies sévères ou vécues comme stressantes, puisqu'elles sont là, dans ces cas-là, en association aux autres approches. Et donc, dans un certain nombre de cas, elles peuvent être aussi utilisées comme première ligne de traitement chez ces personnes. Il y a plusieurs, bien sûr, limites à cette étude. C'est du déclaratif. Ça ne veut pas du tout dire que les personnes vont se comporter comme ça réellement dans la vie quotidienne face à une maladie qui les affecte réellement. C'est une étude en ligne. Il y a tout un ensemble de biais de réponse. Donc, j'ai tout à fait conscience des limites méthodologiques de cette étude, mais ça permet d'avoir quelques éléments supplémentaires un peu dans la discussion et sur le débat qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.